plus de modèle, puisqu'on n'a plus d'idole. Dans ce monde infidèle, rond de planète en tôle. Puisqu'on n'a plus de marque, puisqu'on n'a plus de base, il faudra qu'on se démarque, refaire des balles de l'as. Juste un moment pour m'asseoir, que je te bricole un chant d'espoir. Bon, je m'appelle Morand Francine, je suis née au Flé le 18 août 1946. Merci. Bon, je m'appelle Alain Morand, je suis né le 28 juillet 1946 dans cette maison. Très bien. Très bien. Alors, l'école. Avec la même sage-femme. Ah oui, avec Madame Ratino, qui nous a fait naître à tous les deux. qui a accouché toute la région. Et qui a fait naître nos enfants. Et qui venait en Solex. Voilà. Ah oui, en Solex, elle venait, mais elle venait en vélo au début, elle m'a dit. Hein. Oui, mais ici, je pense qu'en 1946, elle était venue en Solex. Ah oui, d'accord. Bon. L'école, donc. Je suis allé à l'école primaire à Pineuil. Voilà, puis ça Vous avez des souvenirs de l'école un peu? Quelques bons et quelques moins bons. Surtout le directeur, avec qui j'ai passé 3 ans, parce que quand mes parents ne voulaient pas m'envoyer au collège, et je suis resté depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 14 dans sa classe du directeur, et j'étais son souffre-douleur un peu. Ah, pas bon ça. J'ai rencontré, il y a 7 ou 8 ans de ça, un copain de classe, et on a discuté justement de ces faits-là, et on était tous d'accord, on était trois d'accord sur un passage de sa vie où il était réellement odieux. Ah ouais. Il n'aimait pas trop les paysans ou les fils de paysans, alors bon, ah bon plus, ça n'arrangeait pas les choses. C'est pas bien en plus, quoi. Oui, mais en fait, les instituteurs de cette époque, ils étaient durs. Et après, il paraît qu'il était gentil après. Avant, il était gentil, mais il a eu une période, il faut dire qu'il avait eu ses enfants très tard. Et puis il en a eu 3 à la queue leu, et là, il dormait pas trop la nuit. Ah oui, voilà. Et j'ai une anecdote justement à ce sujet. Allez-y, allez-y. J'adore les anecdotes. Que ce brave directeur, je me trouvais juste en face de la porte d'entrée, et il y avait un inspecteur qui venait. Et ce jour-là, il a trouvé qu'en ouvrant il est rentré dans la pièce comme une furie, dans la salle de classe. Il y avait quelque chose qui ne lui a pas plu à mon bureau. Il est arrivé pour me filer une tarte, et puis qu'il a fait d'ailleurs. J'ai attrapé l'engrier, je l'ai balancé par la figure. Il était couvert d'encre. Il est allé se changer in extremis parce que l'inspecteur arrivait. Et il est revenu avec un veston qui était trop court. Les manches étaient dépassées. Il pouvait aller accourser le train avec. Ah, c'est pas mal comme histoire. J'ai pris une rousse, oui, mais là je m'étais vengé. Là. Bon, d'accord. Et oui, bon, alors. Et les jeux à l'époque dans la cour de récréation, d'ailleurs, c'était quoi? Oh, les jeux, on était assez favorisés, gâtés, parce qu'il était assez sportif. Et il nous faisait faire du rugby, du tennis. Ah oui. Bon, on jouait aux billes comme tous les gamins, mais on avait quand même des divertissements assez sportifs, disons. Voilà. Il venait pour entraîner au rugby, il venait montrer au tennis, bon, on se battait pour ça. D'accord. Et vous, madame, l'école alors? Mais moi, l'école, c'est pareil, je suis allée à l'école au Flé jusqu'à mes 14 ans. Et des bons souvenirs ou... Oui, des bons souvenirs. Bon, le directeur ou la directrice n'était pas trop... Non, ils étaient gentils. En sortant de l'école à 14 ans, j'ai aidé sur l'exploitation familiale. On me faisait labourer avec les vaches, sulfater avec les vaches. On faisait les foins avec les vaches aussi. Il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de... Enfin, il y avait une faucheuse quand même, c'est tout ce qu'il y avait. Après on fanait le foin à la fourche, on endainait au râteau en bois, et le foin on le chargeait en vrac. Et quand il faisait très chaud, il fallait le charger quand il faisait très chaud. Et quand on était à la charrette de foin qui faisait 28 ou 30 degrés, et qu'on était enfoncé jusqu'au nombril dans le foin, c'était pas très agréable, surtout avec la poussière. Oui, mais bon, c'était l'époque qui était comme ça, quoi.
Oui, bien sûr, oui. Et On puis, était pas mal. bon, puis les vendanges, qui étaient, on faisait le vin à la propriété. Bon, il n'y avait pas une grande superficie, il y avait 3 hectares ou 4. Mhm. Et j'ai connu un pressoir ici, un pressoir à cliquer, un pressoir en bois et des rebords en bois. Il n'y avait pas de cage, rien. Et quand on pressait les raisins, la plupart foutaient les cannes sur les côtés. On les pressait. Puis c'était à des heures. Je vois mon père, il passait quasiment la nuit. Là, il dormait peut-être 1 heure par nuit au moment des vendages. Bon, moi j'étais gamin à cette époque-là. J'allais encore à l'école. Et après, ils avaient acheté un pressoir hydraulique, un énorme vérin, quoi. Horizontal. Non, encore d'accord. à pomper, mais avec c'est un cric hydraulique. Un gros cric hydraulique, et on pressait, mais il y avait une cage. Donc là, déjà, ça allait beaucoup plus vite. Parce que vous avez dit que le premier pressoir, il n'y avait pas de cage autour. Il n'y avait pas de cage. C'était un grand bac en bois. C'était les vieux pressoirs, il y avait juste un pressoir à cliquer. Il y avait Une vis sans fin. une vis sans fin au milieu. Et un cliquet, il y avait une grande barre, on l'a poussé à 3 ou 4 pour... Oui, ça bien sûr. Mais Voilà. il n'y avait rien autour. Alors, pour Il n'y avait rien arrêter de autour à celui-là, Ah, il n'y avait pas de cage. Tiens donc. Alors dès qu'on commençait à serrer, ça Ça- foutait le camp sur les bords, quoi. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors on perdait énormément de récoltes à cette époque-là. Ah oui, c'est drôle qu'il n'y ait pas de Voilà, et le vin, il n'y avait pas de cuve, on mettait le vin dans des demi-muits, Mhm. c'est-à-dire des trucs qui font 500-600 litres, quoi. Ouais. Et il fermentait là-dedans, et après, bon, il fallait au soutirage. Le gros problème, c'était au soutirage, parce que, bon, il fallait remuer ces engins quand ils étaient vides, qui pesaient énormément, quoi. Puis mettre de l'eau. On mettait l'eau dedans avec l'arrosoir, parce qu'on n'avait pas l'eau courante, là. On allait chercher l'eau au puits pour rincer ces fûts. Ah, c'était pas triste, quoi. Ah oui, ça je sais que c'était un sacré boulot à l'époque, hein, mais bon... Il y en a qui étaient plus ou moins outillés, mais... Oui, mais nous, on faisait partie des gens pauvres oui, voilà. Voilà, du c'est ça, secteur, oui. quand même, Mhm. de la commune. Alors, bon, on n'avait pas le matériel qui... Alors vous aviez... c'était du vin quoi? Du rouge, du blanc, des deux? On faisait les deux. Il y avait un peu des deux. Du blanc sec? Enfin, on faisait du blanc doux Ah d'accord. à l'époque, parce que le blanc doux se vendait mieux Sur les que coteaux. le sec. de toute Après, façon. c'est venu au blanc sec beaucoup plus tard. Ouais. Et le rouge, c'est pareil. Le rouge, on faisait du rouge, mais plus pour la consommation familiale que D'accord. pour la vente. La vente, c'était le blanc. Mhm. Ok. D'accord. Et alors vous, madame, à cette époque-là, vous faisiez quoi? Après le... Mais après le certificat d'études, ben, je suis allée travailler Alors. à la boulangerie, Donc au Flé. au Flé. Alors vous faisiez quoi? La vente Je faisais la vente, oui. Mhm. Je faisais un peu de ménage, je faisais un peu de tout. Je sortais le pain du four. Ah oui, quand même, oui. Oui, oui, oui. Et les tournées aussi? Ah non, mais les tournées, j'avais 23 ans quand je les ai faites. Ah d'accord, oui. Mais alors dites-moi, justement, à cette époque-là, si je ne m'abuse, on vendait pas beaucoup de baguettes, on vendait beaucoup de... Des gros pains. Qui étaient Des combien? 5 livres, 2,5 kg. Voilà. C'est pas Et un... c'était dans des fours Chauffé au rouge. un chauffé au bois et l'autre chauffé au mazout avec des gueulards. Ouais, ouais. Et on chauffait comme ça, mais c'était des fours anciens. Le pain avait une croûte autre que... Et après, en 67, ils ont fait la boulangerie neuve avec un four électrique, quoi. Mhm. Alors là, bon... Oui, maintenant on revient au four Puis à bois. après, on commençait à vendre des baguettes et Voilà. des 500 à l'époque. C'était pas 400, c'était 500. Et c'est Même arrivé, 600 grammes. c'est arrivé à quelle époque à peu près justement la baguette et tout ça? Au vers 67 et 66. Ouais, ouais. Parce que, bon, il y en avait quelques-unes. Mais enfin, on a commencé à vendre pas mal à cette époque, quoi. C'est quand, finalement, c'est quand les familles sont devenues moins nombreuses que les enfants sont partis un peu en ville ou quoi? Ou c'est... Non, mais c'est devenu une mode aussi de prendre du pain. Oui, parce que Ah, Le pain, la farine n'était pas la même non plus. Si, Si. la farine était la même chez nous. Ah bon. Mais bon, les gens ont évolué. Oui, mais parce que aussi, quand ils achetaient des gros pains, c'était pour la semaine en principe. Mais Oui. nous, on passait à la campagne, la patronne, elle faisait la tournée 2 fois par semaine. C'est ça, voilà, oui. 2 fois par semaine.
Parce que pour les gros pains, ça va, et pour les baguettes... Ah mais non, il faut les manger de suite. Mais bon, les gens se sont mis à beaucoup plus sortir. Après 68, ça a évolué très vite quand même. Ah oui, il y a eu les voitures Il n'y avait pas de d'abord. moyen de locomotion. Ah, les Oui. gens, autrefois, ils ne sortaient pas, mais après, ils sortaient presque tous les jours parce qu'ils avaient ci, ils avaient là. Bon. Mais ils avaient des voitures, des mobilettes, des motos, Tout à fait, voilà. tracteurs même. Et c'est comme ça que le pain fantaisie s'est davantage vendu. Ah oui, Et que le d'accord. boulanger y a plus gagné, parce que quand il faisait des gros pains, il gagnait moins que quand il faisait des baguettes. Ah, ben oui, bien sûr, oui. Oui, puis en plus, si je ne m'abuse, vous me direz si je me trompe, mais je crois savoir que les paysans qui avaient du blé, du moins, Ils donnaient- échangeaient le blé contre Voilà, du pain. on avait c'est ça, hein. beaucoup de... Ils donnaient du blé et on leur donnait des bons. Voilà, c'est ça. Voilà. hein. Et ça s'est terminé, ça, Les je champs de Liban, ils avaient du pain. Vous le faisiez, vous, monsieur, ça? Ici, non. Non. Vous n'avez pas de blé? Non, on n'avait pas de blé, on n'avait que de la vigne. Là. Que de la vigne? Ça, on vivait un peu en autarcie quand même, parce que il y avait un peu de terre, il y avait un peu de vigne, il y avait un peu de terre, il y avait des prés. Les prés, c'était juste pour nourrir les vaches qui servaient de tracteur, en définitive pour la traction animale. Et on élevait des cochons, on élevait des lapins, on élevait des poules. Et ce qu'on ne mangeait pas, on le portait au marché le samedi pour le vendre, pour acheter ou de la viande de la boucherie, ou pour des habits, ou pour... Donc c'était... Et on vendait même les peaux de lapin. On récupérait les peaux de lapin qu'on portait au Père Mathieu à Sainte-Foy. Ah ouais? Oui, on mettait les peaux, on les mettait à l'envers, on les mettait à sécher sur un bim, un arceau, Ouais. et on les mettait à sécher. Quand elles étaient sèches, on les vendait. Et il faisait quoi, des vêtements avec ou... Ah, ça partait pour la fourrure, oui, ça Il partait pour passait faire chez les des gens à habits. vélo, le Père Mathieu. Il passait un vélo pour Au récupérer les flé peaux aussi. partout. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, lui, exactement? Il confectionnait des vêtements ou... Ah Non, il était chiffonnier. Chiffonnier, voilà. Ah ouais, Il ouais. était chiffonnier. Mathieu, il était chiffonnier. Après, il a fini sa vie, il était plus ou moins ferrailleur. Mhm. Mais à une époque, il était chiffonnier. Il récupérait les vieux chiffons. Je ne sais pas. Il a récupéré les peaux de lapin. mais Ce voilà. qu'il y a, nous, il récupérait les peaux de lapin. Bah, mais il- il- Alors, on les vendait une misère, mais bon, ça faisait toujours un petit Oui, bien plus sûr. pour oui, bien sûr. Oui. pour Parce que, acheter des vaches, on achetait de vin. vous aviez des vaches à lait aussi ou pas? Non, que des vaches de travail. Il n'y avait que deux vaches de travail. Et vous leur faisiez pas faire porter Si, il y avait des petits veaux, mais ils étaient vendus aussi. Ils étaient pour, vendus, voilà, c'est ça. Oui. Pour apporter un peu de monnaie. Et voilà, parce que c'était quand même... c'était plus rentable que les tracteurs pour ça. hein. Ah, oui. Oui, mais enfin, bon, le tracteur est arrivé ici en 75. Ah Et oui. encore, parce que je l'avais acheté à mon père, parce que quand il faisait les foins, il fallait partir, la propriété était aux quatre coins de la commune. Ah oui. Il fallait partir à 3 km pour faire les foins. Mhm. Donc, avec les vaches, le temps d'y aller, il y avait pour 1 heure ou 1h15 de route, autant pour revenir. Donc, on passait la journée sur place. Alors que quand il a eu le tracteur, mon père, il était heureux comme un roi, là, sur son engin. Il fonçait à fond la caisse. Oui, bien sûr, oui. Mais d'un autre côté, le tracteur, ça a demandé des finances plus importantes, parce qu'il y avait l'essence, il y avait les pneus, il y avait... Oui, mais comme on n'avait pas un grand usage quand même, les tracteurs. Ouais. Ils ne tournaient pas tous les jours, ils ne tournaient pas Ah, sans d'accord, arrêt. oui, oui. Alors bon... Oui, ça ne servait que quand il oui, ça poussait faisait pas plus de partout. frais que les vaches, c'est sûr. Mais de l'autre côté, ce qu'il faisait à 1 heure, il lui fallait la journée pour le faire avec les vaches. Bien sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est un dîner. Mais il n'y a pas eu de remembrement ici du tout, quoi. Justement, Non. vous parliez de terrain qui était très... Si, Non. il y en a pas eu. Non. J'ai encore les parcelles, des parcelles Ah oui. qui sont à 3 km au même endroit. Les prés ils sont à la limite de la roquille. Et on avait, oui, c'était assez explosé. Les parcelles, on a un plan cadastral là, du pré qui est en dessous de la maison. Là. Mhm. Je ne sais pas si c'était des jardins à une époque ou ce que c'était, mais c'est des parcelles qui doivent faire 2-3 mètres Ah oula. de large. Et ça se touche tout, il y en a 15 ou 20, Ah, côte à ouais. côte. En allant plus loin, on appelait ça les canevaux. Alors, les canevaux, ils faisaient venir du lait, du chanvre. Ah oui. Ils appelaient ça les canevaux. Bon, puis après, c'est devenu des jardins, et puis maintenant, c'est 50% à l'abandon. Oui, alors donc, oui, parce qu'au total, vous avez combien d'hectares En tout, il y avait 7 hectares. Il y avait Ah, quand même, c'était quand même pas mal déjà 7 pour hectares. l'époque. Hein. Oui, mais sur 7 hectares, il y avait 3 ou 3,5 de vignes, Ouais. 2 de prairies et puis 2 de terre. Mhm. En gros. Et vous faisiez pas du tout de céréales alors?
Et ils en ont eu fait, mais quoi, un demi-hectare, Ah ouais. juste pour faire venir du grain, pour nourrir la volaille, c'est tout. D'accord, pour les Et poules. ils ne se vendaient pas, tout servait sur le... Et la volaille, justement, c'était uniquement pour la consommation familiale ou quelquefois vous alliez en vendre aussi? Si, ils allaient en vendre au marché, mais ils emportaient de quoi, 2 ou 3 poulets C'est ça, oui. le samedi, pour faire juste ce qu'il fallait pour pouvoir... Pour faire leur commission. ils faisaient pas de... Ouais. Ils ramenaient pas un stock de billets, c'était redépensé, c'était remis sur le circuit, disons. Oui, mais parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, enfin, moi je vois en général ce qu'on me dit, avant l'arrivée du tracteur, tout le monde vivait en autarcie, quasiment. Oui. Oui. Il n'y avait pas besoin d'argent finalement, enfin ou très peu. Parce que... Mais il n'y avait pas les mêmes demandes que maintenant. Ah, puis on ne faisait pas de chèque. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas... On n'est pas allé à la banque à chercher l'argent. L'argent, quand on vendait le vin, l'argent, il était, je me rappelle à l'époque, il était versé comme ça, direct en liquide, et puis l'argent, il venait sous le lit, dans une boîte. On était payé, même chez les patrons, hein, on était payé en liquide. Ben oui, les salaires, Ouais. c'est pareil, c'était payé en liquide. Et oui, oui, bien sûr, non, c'est sûr que ça... Il y a eu une évolution, après, bon... Après, vers les années 68, 68, après on a 68. commencé à mettre l'argent à la banque et puis à se servir des chèques. Vous avez, vous madame, vous avez déjà lavé à la main ou vous aviez toujours une Oui, machine? j'ai lavé à la mer, Au lavoir? j'allais au lavoir, À quel endroit? À l'Onflé ou... et au Flé. Le lavoir du Flé, il est à côté de la boulangerie d'Arignac, sur la route de Bergerac, là. Ah oui, Je d'accord. pense que maintenant, ils ne le garnissent plus, quoi. Mais ils Et l'ont pas... pendant des années, ils ont, les cantonniers le nettoyaient, Eh oui. tous les Ah, celui des Bournais est entretenu. Hmm. Mais celui des Bournais, il a une particularité, c'est qu'il appartient aux habitants des Bournais. Ah oui. C'est une copropriété en quelque sorte. En quelque sorte. Parce qu'il y a eu tout un tas de litiges là, il n'y a pas si longtemps que ça, et oui, parce qu'il y a une personne qui a fait bâtir à côté, Parce qu'il est et sur qui le voulait que plan, la là. mairie, justement, ce lavoir, il n'est voulait. pas communal, il est local, il appartient aux habitants du village. Il est en bas du village d'après le Oui. plan. Et je lavais le linge, j'avais 4 frères, je lavais le linge de mes 4 frères. En plus. Bon, j'avais des petits. Et comme les draps, on faisait bouillir les draps dans une énorme lessiveuse, Oui. sur un fourneau en Oui. fonte. J'ai encore le fourneau, j'ai encore la lessiveuse qui fait un gros mètre 20 de haut. C'est énorme. Là. Avec le truc qui... Oui, 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 oui. Oui. Et moi, mon père, il avait trouvé une machine à laver en fer. Il y avait un rouleau, alors il fallait tourner à la main. Ouais. Et dessous, on faisait le feu. Ah Il y oui. avait autre chose. Et alors, on faisait du feu, puis il fallait tourner la manivelle. Et on pouvait laver les draps là-dedans, et on fait tout le reste. Oh, c'est dommage que vous ne l'ayez pas conservé, ce serait une pièce de musée ça. Ah hein. oui, ça, oui. L'ancêtre de la machine à Ah laver. oui, ça, Et je voilà. pense que là... Et puis après, moi, j'ai eu ma première machine à laver en 67. Oui, il y a un moment déjà, enfin bon quand même, hein, c'est... ouais. Oui, mais en fait, c'était la bienvenue. Oui, ça je crois que... Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour les femmes, ça a été le progrès. Ah oui, oui, oui. Et sûr. en plus, on n'avait pas l'eau courante. Ah oui, aussi, oui. Et c'était une semi-automatique. Il fallait allumer, il fallait une bouteille de gaz. On allumait pour faire bouillir. Et ensuite, on allait remplir l'arrosoir au puits et on garnissait la machine. Ah, oui. Mais en fait, on n'avait plus la main. Oui, Mais là, jusqu'à ce qu'il y ait l'eau courante, on a dû avoir l'eau courante en 63 ou 64. Mhm. Ici, et jusque-là, que ce soit ma mère ou ma grand-mère, elle partait la brouette, le bourricot et le linge et la selle. Oui, La la selle selle. pour laver le linge au ruisseau. Là. Ah oui, Faut la oui. voir. Ça c'était quelque chose. Hein. Elle est sur la photo. Là. Ah oui, mais je la mettrai. Et la selle, je l'ai encore, j'ai gardé la selle. Professionnellement, vous avez été au château de Parenchère aussi, m'avez dit. Oui, D'abord, vous étiez ici jusqu'à 22 ans, c'est ça, hein? oui. Après Mais ça. je travaillais ici avec mes parents, mais j'allais en journée aussi chez un voisin qui me prenait pour 3 francs 6 sous. Quoi. Mais bon, Ouais. ça m'a permis de me débrouiller aussi, puis de me faire un peu de monnaie pour pouvoir sortir après. Mhm. Après, je ne faisais pas fortune quand même. Dans ce moment-là, personne ne faisait fortune. Mais justement, tiens, vous parlez, on va faire une petite parenthèse, vous parlez de sorties. Alors, c'était quoi les sorties le dimanche et tout ça, justement? Mais les fêtes locales. Les fêtes Oui. locales ou le cinéma. Voilà. Voilà. Les balles populaires. Voilà. Il y en a une au Bournais?
Non. Non, Ah, il y en a eu, j'en ai eu vu. Il y avait la fête au Bornay, mais là j'étais là, j'avais 10 ans, ça a dû finir en 56 ou 56, 58, la fête au Bornay. Oui, en effet, oui. Et les feux d'artifice et tout, les feux. Voilà, ça devient quelque chose, oui. Oh, ça doit être quelque chose. Mais non, c'était les fêtes de village et puis et le cinéma, quoi. Le cinéma. Donc, château de Parenchère, vous avez travaillé là-bas. Oui, j'y suis allé à deux reprises. C'était à l'époque au retour de l'armée. Oui, C'était M. Gazagnol. c'est ça, oui. Et j'ai travaillé, j'y suis rentré en 66 jusqu'en fin 70 comme chauffeur de tracteur. Et ensuite, je me suis marié, je suis parti apiculteur chez mes beaux-parents à Gardonne. Alors, apiculteur, ça c'est intéressant. Voilà. Racontez un peu comment ça se passe. Ah mais il faut aimer les piqûres déjà. Il faut aimer les abeilles. Mais c'est un travail qui est passionnant. Et je regrette de ne pas y avoir fait ma carrière, disons. Parce que c'est quelque chose, c'est une passion. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. Oui, j'imagine. Oui. Et bon, il faut quand même une certaine... c'était pas possible que je puisse continuer. Et... Non, mais bon... Et comment ça se passe en gros, sur un an? Un roulement d'une ruche, enfin le travail d'une ruche sur un an. Le travail d'une ruche sur un an. À peu Alors près. déjà l'hiver, il y a l'entretien du matériel, des cadres, de remettre des feuilles de cire gaufrée sur les cadres. Des feuilles de cire gaufrée. Ah, de cire gaufrée, oui, d'accord. Qui est laminé, qui est pré-imprimé à la forme des alvéoles, et que l'on soude sur les cadres qui vont dans la ruche. Au printemps, enfin au mois de février-mars, on met ça, on enlève trois vieux cadres bâtis dans la ruche, et on met 3 cadres à peu près des feuilles de cire gaufrée pour renouveler les cires, parce que quand les cires sont trop, les brèches, disons, dans la ruche sont trop épaisses, à force les cellules deviennent toutes petites. Ah, et oui. La taille des abeilles diminue. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, il y a intérêt de renouveler, et en plus, bon, c'est par mesure d'hygiène aussi. Donc il y a ça. En fin d'hiver, début printemps, tout début, il y a le nourrissement des ruches, qui consiste à le rapporter dans un réservoir qui est au-dessus de la ruche, un réservoir étanche. Enfin, à demi-étage, puisqu'il faut qu'elle puisse y accéder. On met du sirop à base de sucre et d'eau, ou de miel, en fait c'est pas trop conseillé, parce qu'autrement les abeilles des ruches à côté, ça les incite au pillage, elles se battent, s'entretuent. Et puis après, il y a quand même, bon, quand j'étais un professionnel, on déplaçait les ruches, on les portait au mois d'avril, sur les colzas dans la région d'Issigeac. Oui. Parce qu'à cette époque-là, le colza était assez mellifère, que maintenant j'ai l'impression que c'est désert, et il y a plus les abeilles n'y vont plus dessus, ou quasiment dans le secteur du moins. Et donc là, il restait 3 semaines, un mois, le temps de la floraison du colza. Et disons, le colza c'est 1er avril, 1er 10 avril, et 1er 10 mai, c'est la période de floraison des acacias. Ah oui. Donc là, on portait les ruches après. En Dordogne, il y a les endroits où il y avait une majorité d'acacias, mais on allait surtout dans les landes sauternes. Voilà. Et puis, de là, on les ramenait soit sur la Gironde, enfin la Gironde, le secteur de Sainte-Foy jusqu'à Bergerac, sur les 2 coteaux de chaque côté. Puisque nous avions pas loin de 2000 ruches. Ah oui, quand même. Oui. On déplaçait un camion, on mettait sa ruche sur le camion. Mais alors, pour les transporter, il faut les emporter la nuit. On les transportait de nuit, voilà. Ruche ouverte. Ah oui? Oui, ruche ouverte.
Parce que la nuit, elles sont dedans, de toute façon. Oui, elles sont dedans. Ouais. Mais quand il fait très très chaud, l'été, elles font une barre. Ils font la barre parce qu'elles ne rentrent pas toutes parce qu'il y a trop de chaleur. Ah oui. Et ça empêche celles qui ventilent d'aérer la ruche. Alors elles se mettent un gros paquet dessous. Ouais. Alors, ça nécessite plusieurs passages avec un enfumoir pour les faire rentrer. Et une fois qu'elles sont rentrées, on charge et on s'en va. D'accord. Mais quand on les transporte ouvertes, ça ne les incite pas à sortir. Parce que justement, elles ont de l'air qui rentre par l'entrée principale. Alors que si on bouche, elles s'étouffent, puis elles cherchent à sortir et elles deviennent... La moindre petite fente, après elles sortent et puis on se fait piquer. Quoi. Ah oui, d'accord. Ça les énerve, quoi. Et puis bon, mais là on récoltait du pollen aussi, à l'aide de plateaux spéciaux avec des grilles, et puis des tiroirs pour récupérer les pelotes de pollen. On avait 300 ruches en production de gelée royale aussi. Et ça, c'est une autre histoire encore. Et au niveau miel, au mois de septembre, on portait toutes les ruches dans les landes girondines sur la bruyère, pour qu'elles fassent leur provision pour l'hiver. D'accord. Et puis s'il y avait un petit excédent pour nous, c'était pas plus mal. Oui. Voilà. Mais ça fait un sacré boulot quand même. Hein. Ah, c'est un sacré boulot, mais... Oui, c'est un sacré boulot, mais... Bon, là encore, on était mécanisés par les véhicules, mais on n'était pas trop mécanisés au niveau transport, parce que maintenant, les apiculteurs, ils ont le camion, ils ont la remorque avec le chariot élévateur. Ah oui. Tout terrain, et c'est sur palette, ils transportent sur palette. Tandis que là, moi, je transportais à la brouette, je mettais 5-6 ruches sur la brouette, jusqu'à 100 ou 150 kg sur l'engin. Puis on n'approchait pas toujours, comme on voulait, les emplacements. Parce que les gens qui nous donnaient les autorisations pour mettre des ruches, c'était dans des endroits souvent inaccessibles. Quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Voilà. Et parce qu'on en voit du côté de Gardon, tout ça, dans les pommiers, il y en a tout le temps qui doivent servir à la pollinisation. Oui, certainement. J'ai remarqué là souvent. Hein. Maintenant, est-ce que les insecticides, ça les... Les insecticides, et puis maintenant il y a le fameux frelon asiatique là, qui est un fléau. Ouais. Et qui va devenir une catastrophe pour les petites ruches à droite à gauche. Là. Oui, sûrement, oui. Oui, parce que là... ça fait du dégât. Hein. Oui, mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'éradication de ça, mais au prix où il se pratique pour enlever un nid de frelons asiatiques, les gens ne sont pas disposés à le signaler pour payer 90 € ou 100 € ou même plus. Ou même plus, oui, parce que j'ai entendu, moi, 150 €. Hein. L'autre soir, je suis à une réunion à Pinay, il parlait de jusqu'à 1500 €. C'est un peu trop quand même. Alors, le gars qui a un nid, même s'il n'est pas accessible, et quand ils s'en iront, à partir du moment où ça ne concerne pas les gens, ils ne vont pas le signaler. Oui. Là, on a le voisin j'en ai détruit un nid de frelons il y a 2 ans là, chez les Anglais, à côté, là, et ils sont venus le signaler parce qu'ils étaient entre les fenêtres des contrevents, ils ne pouvaient plus voir la fenêtre. Oui. Autrement, le nid, il serait resté. Quoi. Oui, bien sûr, oui. Les frelons asiatiques, c'est tout, des frelons... Toutes les asiatiques, oui. Ah ouais. Ils ont de belles... Il est plus petit que le frelon jaune que l'on a. Là, non, mais ils font de... Ah, c'est joli la construction. La construction de leur... Oui, je sais, je connais. Oui. C'est beau. C'est très beau. Alors, ensuite... Donc... ensuite, je suis parti routier pendant 3 ans. Ouais. Par nécessité, parce qu'il fallait faire bouillir la marmite, il fallait manger, bon, donc je suis parti routier. Routier en... la France, livraison que la France, c'est pas international. Ouais, c'est déjà pas mal. Déménagement, transport en tout genre, oui. Et comme c'était pas ma tasse de thé, mon ancien employeur, M. Gazagnol, il a cherché à me recontacter pour me rembaucher, ce que j'ai fait en 78, et j'y suis revenu jusqu'en 82. Et comme il n'y avait pas de possibilité chez eux de pouvoir progresser et puis d'avoir un salaire plus important, je suis parti chef de culture dans un château à Pomerol, au château de Salles. Voilà. Cette propriété-là faisait 90 ou 91 hectares. La partie, les 48 hectares sur les 48 hectares de vignes, ou 48 et demi,
il y avait 45 hectares qui étaient d'un seul bloc. Séparés, c'était coupé en deux sur la longueur par une route communale. Mais les rangs de vignes de chaque côté faisaient 750 mètres. Ah oui. On empilait, il y avait plusieurs parcelles, mais tout était en prolongement, et quand on travaillait les tracteurs, on partait pour un quart d'heure ou 20 minutes. Quoi. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'était... Ouais, c'était génial au niveau... puis bon, on avait tout le matériel là. Vous avez du bon matériel. Il y avait du bon matériel, il y avait de sacrés bâtiments, tout y était pour le mieux. À Parenchères, c'était pas encore... maintenant, c'est devenu... Parenchères, ils étaient en avance pour l'époque aussi. Oui, parce que quand ils travaillaient, le chai, c'était une petite coopérative, hein, c'était génial. Mais bon, Parenchères, il n'y a pas du tout la même mentalité où j'étais après. Bon, oui. Ça, c'est une autre histoire. À l'époque où j'y étais, là maintenant, ils n'ont plus que de la vigne. Oui. Il y avait des pêchers, non? Il y avait des pommiers, il y avait des pêchers, il y avait des noyers, il y avait des pruniers. Ouais. On employait au printemps, du printemps à l'automne, on avait 60 ou 80 Espagnols qui venaient des saisonniers pour faire les travaux à la main sous les arbres. Ah oui, oui, en effet. Ils vous ramassaient les fruits après. Ah oui. Alors vous, madame, donc pendant ce temps, vous étiez toujours dans votre boulangerie à livrer les clients. Voilà. Alors comment ça se passait avec les clients? Vous faisiez passer de l'information du village ou quoi? Ou parce que ceux qui ne bougeaient pas, du moins. Je suppose que dans tout commerçant qui fait des tournées, en général, il dit, ah bah tiens, il y a un tel qui est décédé. Ou ah oui, les nouvelles, les nouvelles. Les nouvelles. Non, mais je ne cancane pas sur... Non, sans cancaner. Non, mais enfin, vous savez... non, oui, les nouvelles, bien sûr. Je leur disais les nouvelles, ou je leur faisais quelques commissions, je leur faisais... Voilà, oui. J'étais à leur disposition. Voilà, parce que ça, c'est un truc qui s'est perdu maintenant, mais à l'époque, c'était quand même... Mais de toute façon, la campagne, puis Fraisse, c'est un peu le Périgord. Et ils attendaient le boulanger et le facteur. Le facteur, voilà. Oui. Parce que le facteur, c'était un personnage aussi. Moi, sur ces tournées-là, ils étaient gentils au possible. J'avais toujours quelque chose. Si tu es le cochon, j'avais toujours... un morceau de boudin. À Noël, on me donnait un poulet, on me donnait un bocal de cèpe, on me donnait... ils étaient généreux. Oui, c'est vrai que ça se faisait à l'époque, ce genre de choses. Oui, on me donnait... Enfin, pas tous les jours, mais presque je ramenais quelque chose. Ou des légumes, ou des légumes beaucoup. Hein. Ah oui, c'était bien ça. Hein. On m'écotait même les haricots verts. Là. Ah oui, carrément. Oui. Oui. C'était sympa ça, oui. C'était super gentil. C'était vraiment une époque où il y avait un relationnel, disons, entre... Parce que les gens restaient chez eux, sans voiture et tout, donc quand quelqu'un venait, c'était toujours une sorte de... Oui, puis on est adopté ou on n'est pas adopté. Aussi, oui. Si on est adopté, alors on est les rois. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Ça, ça a un peu disparu. Et alors, justement, on parlait du cochon. Tiens, quand on tuait le cochon, on trempait le gimboura. Voilà. Le gimboura, le boudin. Mais ici, on tuait... À l'époque, on tuait deux cochons dans l'hiver. C'était un cousin qui venait à Mobilette tuer le goré. C'était tout... Surtout quand j'étais gamin. Moi, quand j'étais gamin, ça touchait davantage qu'après. Ouais. Et quand le fait de l'attraper, déjà, cette pauvre bestiole, elle gueulait tout ce qu'elle savait. Après, on le traînait, on le pendait avec un palan contre le mur de la maison. Et puis là, il était saigné. Et ouais. Le sang, il y a une partie qui servait à faire les boudins, à faire le gimboura. Et puis, c'était la... Il y avait beaucoup de travail, mais c'était une fête un peu familiale parce que là, on avait des cousins qui venaient nous aider, mais ça durait 8 jours. Ça durait 8 jours. Le temps que tout soit remis en place, ça durait 8 jours. Oui, c'est ça, parce qu'il fallait faire les saucisses, il fallait faire le jambon, il fallait saler. Il n'y avait pas les congélateurs. Et oui. Il n'y avait pas de congélateur, mais par contre, nous, on était presque congelés parce que là, ça se faisait dans cette pièce-là. Là, il y avait une cheminée, d'abord, il n'y avait pas de... C'était un mur, il n'y avait rien. Il y avait une toute petite fenêtre, là, et la porte à l'entrée, et la porte, il fallait qu'elle soit entrebâillée pour que la cheminée tire. Ah oui. Et il y avait tellement de fumée dans la maison que la fenêtre restait ouverte. Alors, je ne vous explique pas l'histoire.
Oui, j'imagine, oui. Parce que le chaudron, on le mettait, le gros chaudron où on faisait cuire après toute la graisse. Mais où on a fait cuire la graisse. Oui, on le mettait dans la cheminée, mais comme il était plus large que la cheminée, il faisait revenir la fumée dans la pièce. C'était agréable. Ah oui, d'accord. Oui. Le cochon était fumé, et vous aussi, quoi. Le cochon n'était peut-être pas fumé, mais nous, on était, quoi. Ouais, je vois. Ouais, c'était tout un... Et alors, les voisins venaient, après, ça se faisait comme partout, ça, un peu ou pas? Un peu, pas beaucoup. Oui, il y en avait ici, il y en avait 3 ou 4, oui. Il y avait Jean-Claude. Il est vrai que le village, on n'était pas nombreux non plus. Il n'y avait pas les maisons neuves. Si, il y avait moins de monde, mais c'était plus convivial que maintenant. Ah oui. Parce qu'à cette époque-là, on traversait le village, tout le monde disait bonjour, on s'arrêtait, on discutait tellement bien que si on traversait le village pour aller travailler à 3 km, et qu'on tombe sur les 3 ou 4 voisins, et bien, il était l'heure de la soupe et qu'il fallait revenir. C'est arrivé. C'est arrivé. On me l'a déjà raconté. C'est arrivé. C'est arrivé, et quand mon père partait traverser le village, il avait le malheur de tomber sur la coste, à midi, il était encore chez la coste. Oui, mais maintenant, il n'y a plus ce problème. Ah, il n'y a plus ces problèmes-là, les gens ne se disent pas bonjour. Moi, j'ai été surpris quand je suis revenu. Bon, j'ai jamais quitté le secteur, mais j'y habitais pendant 27 ou 8 ans. Je m'estimais être du village. Et puis, quand je suis parti à Libourne, de ne plus habiter dans le village, ça a fait qu'au bout de 4-5 ans, quand je revenais traverser le village à pied, les gens ne me disaient pas bonjour. Ah oui. On leur disait bonjour, ils ne répondaient pas. Mais des nouveaux qui sont arrivés. Ah oui. Et puis maintenant, c'est fini. C'est tous des nouveaux. Ils se barricadent, ils font des murs de 3 mètres de haut, vivent pareil. Ils supportent rien. Ils supportent pas rien, absolument rien. Vous ne faisiez pas d'éveiller le soir, quand même, autour du feu, ou je sais pas. Non. Non, jamais, non? Non. Nous, une fois par semaine, on jouait à la bourre. On appelait ça la bourre. C'est quoi la bourre? Et bien, on avait des fèves et puis on jouait aux cartes, mais je ne me rappelle plus même comment on y jouait. On payait avec les fèves, on n'avait pas d'argent. Ah oui, oui. Je sais que mes parents, ils recevaient, on était une fois par semaine comme ça. On éveillait, nous, il n'y en avait pas. Une soirée. Mais à l'arrivée de la télévision, ça a été fini la convivialité dans le village. Chacun rentre après pour vite, il y a le feuilleton, il y a la télé. Mais même dans les familles. Oui, oui. Parce qu'autrefois on discutait autour de la table, etc. Mais maintenant c'est fini, si on discute, on n'entend pas la télé. Les paysans ne regardaient pas l'heure, ils rentraient quand il faisait noir. Oui, oui. Maintenant, à partir de 6h, enfin 18h, 19h, on n'entend plus un bruit, c'est fini, il n'y a plus un tracteur qui tourne. Alors il n'y a qu'un fou l'été qui passe pour aller faire ses foins, c'est bon, je rentre il est 10h parce que je trouve qu'il fait bien meilleur pour rentrer mon foin à 10h le soir que... Enfin bon. Mais bon, ce que je pense quand même, c'est que la vie d'autrefois, il y en a qui ont la nostalgie et dire que c'était bien dans le temps, c'était peut-être bien, mais je trouve que maintenant c'est beaucoup mieux. Oui. Oui, tout à fait. Sur certains angles, bon, pas le fait de ne plus se parler entre voisins, mais de par le progrès quand même, je pense quand même qu'on est heureux, il faut pas se... Si on regarde les populations dans les pays de l'Est, ou même peut-être au Portugal, ou en Espagne, ou en Afrique, ils sont peut-être pas beaucoup moins heureux que nous. Oui, ils sont peut-être plus heureux dans le fond, parce qu'ils n'ont pas de... On devient esclave aussi de ce que l'on a. Du progrès. La seule chose, c'est qu'avant, quand on était gamin, jusqu'à 20 ans, on pouvait faire des projets à long terme. Oui. On pouvait dire, je ferai ça dans 4-5 ans. Maintenant, c'est pas possible. Oui. Il n'est plus possible de prévoir l'avenir. Oui. Matériellement, professionnellement, on ne peut pas dire qu'on fera ceci ou cela, c'est pas possible. Et c'est vrai que ça, pour les jeunes... Un paysan, il dit, bon, mais moi, je vais prendre la succession, c'est fini, c'est pas possible. Il ne peut pas savoir s'il continuera... Mais même pas que de ça. Mais, non, mais par de ça, dans n'importe quoi. Il y a pas ils sont rares ceux qui... Il y en a, mais ils sont rares ceux qui disent... on avait la sécurité d'emploi, en grande partie, on pouvait rentrer dans une boîte, on savait qu'on y faisait carrière, il n'y avait pas à se soucier. Maintenant, le gars, même s'il est cadre, s'il est n'importe quoi,
Surtout si les cadres. Oui, surtout si les cadres. Surtout si les cadres. On dit, monsieur, vous coûtez trop cher et on te file à la porte. Je suis bien placé pour le savoir. Et c'est vrai que pour les jeunes, ça va être hyper angoissant, un truc comme ça. Mais je ne sais pas si ça angoisse. Certains s'angoissent, mais il y en a tellement qui s'en foutent qu'on ne peut pas savoir... Mais ils s'en foutent d'une certaine manière, ils s'en foutent pas peut-être comme ça, mais ça glisse sur eux. Ça glisse sur eux, ils savent que même s'ils sont au chômage, ils vont gagner autant ou plus que toi qui travailles au SMIC. Il y a un assistanat. Pas les jeunes, attention, jusqu'à... il faut qu'ils aient 25 ans, il faut qu'ils aient 25 ans, au moins. Il y a un assistanat qui c'est en train de changer aussi. Hein, oui. C'était vrai. Après, il y a une période où il y en a qui se sont dit pourquoi aller bosser au SMIC alors qu'à l'état assisté, on gagnait beaucoup. Ils avaient plus d'avantages, oui. Maintenant, mais là, je crois que c'est terminé. Hein, et ça n'encourage pas quelqu'un à aller bosser. Non. Bon. Et vous, j'ai une question, je ne vais pas poser, vous avez des enfants en fait? Oui, 3 de chaque côté. 3 de chaque côté? Et 12 petits-enfants, tout. D'accord. Ils sont tous casés, ça va? Oui. Bon. C'est bien. Ils bossent tous. Ben ça c'est bien. Surtout par les temps qui courent. Pour l'instant, moi je demande que ça. La santé, un peu de travail. Et puis, Dans la rue des poètes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, mais si vous voyez les chats. C'est le chat qui passe à la casserole. Toi, c'est le chat qui passe à la casserole. Hein? Tu poses un peu pour la caméra. Qui se transforme en riz, riz de pauvres gens, abolis par le vide. La charrue chantait bien, le sillon se taillait, et les vents du matin ne l'ont pas refermé. Marcel se tenait droit, écoutant le silence, en regardant son toit et la fumée qui danse. Costume en velours qu'il met de temps en temps pour la foire au labour au début du printemps. Céline avec sa vie qui s'use doucement en parlant aux amis calés sur un banc. Les saisons coulent bien, les cloches roulent et sonnent, on goûtera le vin aux primeurs de l'automne, et puis un fils viendra agrandir l'espérance de ceux qui restaient là, avaient scellé l'alliance. C'est sur des regards ternes de lendemain de fête que le livre se ferme dans la rue des poètes. Marcel se trouve là et il me tient la main, sa mémoire pas à pas, refaisant le chemin. Tout ce qu'il y a dans ma tête et qui tourne en rond dans la rue des poètes, il deviendra chanson, témoin d'un passé proche qui se fout le camp. Je garderai dans ma poche le beau caillou blanc. Je garderai dans ma poche, je garderai dans ma poche, je garderai dans ma poche le beau caillou